Et c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on parle de sectionnement optique intrinsèque au processus non linéaire. En microscopie à 3 photons, on va utiliser une excitation encore plus infrarouge pour atteindre les mêmes niveaux d'énergie avec l'absorption de 3 photons de façon simultanée. Cette technique a été développée notamment par le laboratoire de Grijou à Cornell, à partir de ce premier travail publié en 2013, où les auteurs ont montré de l'imagerie in vivo dans le cerveau de souris à une profondeur d'imagerie supérieure à 1 mm. Mais pourquoi y a-t-il besoin d'exciter à 3 photons et pourquoi on ne pouvait pas juste rester à 2 photons? Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'en microscopie à 2 photons, la profondeur d'imagerie est limitée dans les milieux diffusants. Donc, à cause de la diffusion dans les tissus biologiques, les photons d'excitation vont être déviés de leur trajectoire originale. Ça va causer une décroissance exponentielle de l'intensité d'excitation dans le volume focal en fonction de la profondeur, donnée par le paramètre LS, la longueur de diffusion. Le signal de fluorescence excité à 2 photons dépend de l'intensité d'excitation au carré, donc il va s'atténuer 2 fois plus vite. Et cette décroissance, représentée ici par une droite en échelle logarithmique, et définit une profondeur maximale d'imagerie Zmax, au-delà de laquelle le signal tombe en dessous du bruit. Cette quantité dépend de la longueur de diffusion. Alpha est un paramètre qui dépend de l'efficacité du fluorophore et du bruit de détection. P0 est la puissance moyenne disponible à la surface de l'échantillon. Et ensuite, on a l'inverse du rapport cyclique du laser. Donc, T est l'inverse du tour de répétition du laser sur tau, la durée des impulsions. Phi est la fraction de lumière collectée et c'est tout. Donc, une première approche pour augmenter la profondeur d'imagerie est d'utiliser une excitation décalée vers l'infrarouge, car la longueur de diffusion augmente avec la longueur d'onde. C'est en effet ce qui a été montré dans ce travail. Dans un cerveau de souris in vivo avec un marquage fluorescent des vaisseaux sanguins, les auteurs ont mesuré l'atténuation du signal de fluorescence en fonction de la profondeur. En comparant ces deux longueurs d'onde d'excitation, on voit que le signal excité à 775 décroît plus rapidement en profondeur que le signal excité à 1280, ce qui permet donc d'imager plus profondément. On peut aussi optimiser le rapport cyclique du laser en utilisant des impulsions amplifiées, donc de plus courte durée et avec un taux de répétition réduit. Cela a permis aux auteurs de cet article de dépasser les 600 nanomètres de profondeur d'imagerie en travaillant à 200 kHz grâce à un amplificateur régénératif. En revanche, à des profondeurs plus élevées, on remarque qu'il y a de la lumière diffusée qui apparaît et les images deviennent floues. Pour comprendre l'origine de ce bruit de fond, je vous propose des simulations basées sur cette quantité, appelée signal axial, qui est l'intégrale dans le plan orthogonal à l'illumination de l'intensité d'excitation puissance n, où n est l'ordre non linéaire du processus. Si on étudie d'abord le cas d'un échantillon non diffusant et qu'on considère un faisceau d'excitation gaussien d'intensité donné par cette expression, on obtient que le signal axial est égal à la puissance moyenne d'excitation. C'est donc une constante. Cela signifie que quand on fait l'image d'un plan, on obtient l'image de ce plan et la même quantité de lumière non focalisée issue des autres plans illuminés, quelle que soit la profondeur du plan focal. Il n'y a donc pas de sectionnement optique naturellement en microscopie linéaire et donc on utilise des techniques comme la détection confocale si on veut obtenir des images 3D. Si on considère maintenant un échantillon diffusant, on obtient cette décroissance exponentielle dont on a déjà discuté. Donc, c'est ce facteur exponentiel ici, et l'intensité décroît en profondeur. Mais il n'y a pas non plus de sectionnement optique. Maintenant, si on fait le calcul pour l'excitation à 2 photons, par exemple ici, en considérant une focalisation à 400 microns de profondeur, le signal axial décroît comme z puissance moins 2 quand on s'éloigne du plan focal, ce qui confère un confinement de l'excitation et donc un sectionnement optique. Pour un échantillon diffusant, il faut ajouter cette décroissance exponentielle qui va atténuer le signal provenant du plan focal, comme vous voyez ici. Et ce qu'on va faire est de compenser cette atténuation en augmentant la puissance du laser pour garder un niveau de signal constant.
Pour une profondeur d'imagerie de 400, donc c'est ça. Et si on va, par exemple, de plus en plus profond, ici, je vous montre à 800 microns, c'est ce type de profil qu'on obtient en profondeur. Et on peut voir qu'au-delà d'une certaine profondeur d'imagerie, la compensation de l'atténuation fait augmenter le signal axial à la surface de l'échantillon jusqu'à des niveaux comparables avec le signal axial originé au plan focal. Et c'est cette lumière diffusée qui cause ce bruit de fond en profondeur. Si on fait maintenant le calcul pour l'excitation à 3 photons, on obtient un confinement axial plus fort avec une décroissance en z puissance moins 4 quand on s'éloigne du plan de focalisation. Ce qui fait que même quand on considère un échantillon diffusant, le signal axial provenant de la surface de l'échantillon reste beaucoup d'ordre de grandeur en dessous du signal originé dans le volume focal, et donc il n'y a pas ce bruit de fond qui apparaît. Je vous montre ici une démonstration expérimentale de ce phénomène où j'ai pris des images d'un cerveau de souris ex vivo marqué avec une protéine fluorescente rouge et j'ai imagé à différentes profondeurs. Donc, proche de la surface, par exemple ici à 40 microns en dessous de la surface, les images ressemblent beaucoup. Mais à mesure que la profondeur d'imagerie augmente, on peut voir cette augmentation du bruit de fond sur les images à 2 photons, alors que le rapport signal sur bruit de fond est conservé en profondeur pour l'excitation à 3 photons. On peut définir cette quantité de rapport signal sur bruit comme le rapport de 2 intégrales du signal axial. Donc, le signal est l'intégrale du signal axial dans le volume focal. Et le bruit, c'est l'intégrale de ce bruit de fond dans la surface, à la surface de l'échantillon. On fait l'intégrale, par exemple, sur une longueur de diffusion. On peut ainsi comparer les rapports signal sur bruit de fond pour les différents ordres d'excitation en fonction de la profondeur d'imagerie. Et on voit bien ici, par exemple, que le rapport signal sur bruit en microscopie 3 photons est bien meilleur que celui de la microscopie à 2 photons. Maintenant, on peut se servir de ce modèle pour analyser l'effet des différents paramètres d'excitation sur le rapport signal sur bruit. Ici, je vais évaluer l'effet combiné de la longueur d'onde, l'absorption et la diffusion. En microscopie à 3 photons, on va utiliser des longueurs d'onde plus élevées pour lesquelles l'atténuation sera déterminée par la diffusion, mais aussi par l'absorption des tissus biologiques, notamment par l'absorption de l'eau. On peut définir une longueur d'atténuation effective, OAL, qui prend en compte les deux effets. Donc, son nom vert, le coefficient d'atténuation, est représenté ici par la ligne noire, qui est la somme des deux effets, donc l'absorption et la diffusion. On voit que sur cette ligne, on trouve deux minima, l'un à 1300 nanomètres et l'autre à 1700 nanomètres, qui sont potentiellement des points optimaux pour éviter l'atténuation. Pour vérifier cette observation, j'ai pris des valeurs expérimentales d'atténuation dans le cerveau de souris publiées dans la littérature et j'ai calculé la valeur de ce rapport signal sur bruit. Cette simulation montre qu'effectivement le rapport signal sur bruit est optimisé pour ces deux longueurs d'onde d'excitation, donc 1300 et 1700, et que si par exemple je prends la longueur d'onde de 1450, qui est sur un maximum local de cette courbe, on obtient un rapport signal sur bruit qui est beaucoup moins bon que dans les minima. En effet, ces deux longueurs d'onde ont été identifiées par le labo de Krishju pour exciter à 3 photons les protéines fluorescentes rouges, donc à 1700, et vertes à 1300. Et ils ont également montré qu'on peut faire de l'imagerie fonctionnelle, comme ce que Emmanuel vous a montré à 2 photons. Mais dans ce cas-là, on voit 5 neurones, l'activité neuronale de 5 cellules dans l'hippocampe, donc en une profondeur supérieure. En résumé, on peut conclure que la microscopie à 3 photons est une technique idéale pour imager en profondeur, au-delà, qui nous permet d'imager à des profondeurs proches ou même supérieures au millimètre. Tout ça dans le cerveau de souris. Mais les paramètres pour l'excitation à 3 photons ne sont pas les mêmes que pour l'excitation à 2 photons. C'est pour ça que, depuis l'apparition des premières études, il a fallu notamment adapter les sources laser. Pour l'excitation à 3 photons, qui a une dépendance au carré
des paramètres temporels du laser. Il faut des sources délivrant des impulsions amplifiées avec une énergie par impulsion de l'ordre du microjoule et avec un taux de répétition de l'ordre du mégahertz, qui est réduit par rapport aux 80 MHz qu'on utilise normalement en 2 photons. Comme on a vu, ensuite, les 2 longueurs d'onde optimales, c'est celles de 1300 et 1700 nanomètres, qui ne sont pas très typiques pour le 2 photons. Au laboratoire, on a travaillé en collaboration avec l'équipe de Frédéric Druon à l'Institut d'optique et avec la société Amplitude, qui nous ont fourni une source OPA adaptée à la microscopie 3 photons. Elle est basée sur un faisceau de pompe à 1030 nanomètres qui est utilisé en 2 étages successifs de OPA pour amplifier un faisceau à 1700. L'éclair de cette conversion, il est à 2600 nanomètres et donc on peut le doubler en fréquence pour obtenir 1300 nanomètres. On a aussi une source OPA pour l'excitation 3 photons à 2 couleurs et même s'il reste encore des améliorations technologiques et d'instrumentation, cela nous a permis de faire une première étude de preuve de principe d'imagerie rouge et verte en profondeur. Maintenant, je vais vous parler des implications de travailler à un taux de répétition réduit. En 2 photons, comme on l'a déjà dit, on travaille souvent à 80 MHz. Et quand on passe à 1 MHz en 3 photons, on va avoir une réduction d'un facteur 80 du taux d'excitation de fluorescence, ce qui va réduire la vitesse d'imagerie. La microscopie multiphoton, comme Emmanuel l'a dit aussi, est généralement une technique de balayage point par point où le point focal est scanné sur tout le volume de l'échantillon. Et donc, si on considère qu'il faut au moins une impulsion par pixel pour avoir du signal et un champ de vue de 500 micromètres avec des pixels d'1 micromètre pour avoir une résolution suffisante, on peut voir que quand on passe de 80 MHz à 1 MHz, la vitesse d'imagerie passe de 320 images par seconde à seulement 3,7. En même temps, si on ne diminue pas le taux de répétition, on est limité à une profondeur d'imagerie. En effet, à 80 MHz, on va commencer par imager à la surface avec pas trop de puissance moyenne. Et au fur et à mesure qu'on image plus en profondeur, on va augmenter la puissance du laser pour compenser l'atténuation et garder le même taux de signal détecté. Quand on arrive au 100% de la puissance délivrée, on observe cette décroissance exponentielle qui va définir notre Zmax. Quand on passe à 1 MHz, on fait une redistribution de l'énergie disponible. Et donc, en surface, on va imager plus lentement, ou ce qui est équivalent à obtenir un taux de fluorescence réduit par rapport aux 80 MHz. Mais par contre, on sera capable de compenser cette atténuation jusqu'à des profondeurs plus élevées. Et on gagne en profondeur une distance de l'ordre de 2 à 3 longueurs d'atténuation. Il y a donc ce compromis entre la vitesse d'imagerie et la profondeur d'imagerie qui est contrôlée par le taux de répétition du laser. Ensuite, les limites de ce compromis sont marquées par la phototoxicité. Il peut y avoir des effets linéaires de phototoxicité dus à la puissance moyenne délivrée sur l'échantillon qui vont causer de l'échauffement. Mais il faut aussi faire attention aux puissances crête trop élevées qui peuvent causer la saturation des fluorophores, mais aussi l'ionisation et d'autres effets d'ordre non linéaire élevés. Il va falloir donc étudier les seuils de phototoxicité linéaires et non linéaires qui vont en plus être différents selon le type de tissu. Concernant l'échauffement linéaire, il y a quelques études qui ont commencé à caractériser la phototoxicité dans le cerveau de souris. Souvent, c'est avec une fenêtre crânienne. Et ici, par exemple, les auteurs font une simulation de la distribution d'intensité d'excitation à 1300 quand on focalise à 1 mm de profondeur. Et ils montrent des cartes de température à partir des calculs d'absorption de puissance par unité de volume. Ici, c'est pour une puissance moyenne de 5 mW et sur celle-ci, c'est à 150 mW. Ensuite, ils ont fait aussi des expériences d'imagerie in vivo dans le cerveau de souris où, après 20 minutes d'exposition, des tranches post-mortem ont été marquées avec des rapporteurs de différentes réponses immunitaires. Et en répétant l'expérience pour
pour des différentes puissances moyennes, ils ont vu une réponse immunitaire à partir des 150 milliwatts, mais en dessous de ce seuil, aucune perturbation n'est visible. On peut en conclure qu'effectivement, l'échauffement des tissus limite la puissance moyenne, et on peut garder en tête que pour une excitation à 1300 nanomètres dans le cerveau de souris, le seuil de phototoxicité linéaire est autour des 150 milliwatts. Concernant les effets non linéaires, plusieurs groupes ont étudié le photodommage induit par le laser sur les cellules et ont observé une augmentation soudaine et irréversible du signal causé par l'ionisation et recombination des molécules. Le seuil d'énergie volume focal pour l'apparition de ces effets est autour des 10 nanojoules. Quelques études se sont focalisées sur la saturation des fluorophores. Ce modèle décrit la probabilité par impulsion d'exciter à 3 photons en fluorophore. Quand cette quantité devient, qu'on appelle le paramètre de saturation, devient comparable à 1, l'excitation à 3 photons commence à saturer. Cela veut dire que les impulsions excitent toute la population de l'état fondamental du système. Et dans ce cas, le signal d'excitation, le signal à 3 photons, qui présente normalement une dépendance cubique avec la puissance d'excitation, présente une dépendance inférieure à l'ordre 3. C'est ce que j'ai pu vérifier au laboratoire en faisant de l'excitation à 1300 de la protéine fluorescente GFP dans des cellules HEK marquées. Donc ici, vous avez le régime cubique et pour des puissances plus élevées, je vois de la saturation. Les études existantes dans la littérature montrent que pour des conditions standards d'excitation, donc à 1300 nanomètres et 500 femtosecondes sur du G-camp, le seuil de saturation et de fluorescence est autour des 4 nanojoules. Enfin, pour la photoperturbation des cellules, il a été vérifié que les neurones restent saines et viables pendant plusieurs semaines après avoir été exposés à des impulsions qui ne dépassent pas 1,5 nanojoules à 1300. En conclusion, on peut tirer des données existantes qu'utiliser des impulsions de 1 ou 2 nanojoules au plan focal semble raisonnable pour atteindre des niveaux de signal suffisants tout en évitant les effets non linéaires de photodommage et saturation du fluorophore. En résumé, les recommandations pour l'optimisation de ces paramètres d'excitation sont les suivants. On peut commencer par ajuster l'énergie par impulsion au volume focal, donc le seuil non linéaire, qui ne doit pas atteindre 2 nanojoules. Pour éviter la saturation des fluorophores, donc on peut le fixer à 1 seul nanojoule par précaution. Cela détermine la limite de puissance moyenne qu'on peut utiliser en absence d'atténuation, donc à la surface. P surface, si on travaille à 1 MHz, ne doit pas dépasser 1 milliwatt ou ne doit pas dépasser les 4 milliwatts si on travaille à un taux de répétition de 4 MHz. Ensuite, on prend en compte le seuil de phototoxicité linéaire de 150 milliwatts de puissance moyenne délivrée à l'échantillon. Et comme on l'a vu, la puissance à une profondeur Z est égale à la puissance 0 délivrée à la surface multipliée par une exponentielle décroissante. Donc, pour avoir un niveau de signal suffisant en profondeur, on va augmenter la puissance du laser pour compenser l'atténuation, mais il faut prendre en compte les deux seuils de phototoxicité combinés. Donc, P0 ne doit pas dépasser les 150 milliwatts et en plus, la puissance moyenne en focus, PZ, ne doit pas être plus élevée que P surface, la puissance moyenne équivalente quand l'énergie par impulsion en focus reste en dessous du seuil non linéaire. Avec ces quantités et pour une longueur d'atténuation typique de 300 microns, cela implique une profondeur maximale d'imagerie en fonction du taux de répétition, qui est donc de 1500 microns si on image à 1 MHz ou de 1080 si on image à 4 MHz. On observe donc que plus on image vite, moins on peut imager en profondeur. Mais bien sûr, tous ces seuils vont dépendre du tissu et de l'application. Donc, en conclusion de mon exposé, on a vu, je vous ai rappelé que la microscopie multiphoton est performante dans les milieux diffusants. Je vous ai expliqué que la microscopie de photons a une limite en profondeur qui peut être surmontée en allant à une excitation à 3 photons.
Mais que pour cette nouvelle modalité d'imagerie, on a besoin de différents paramètres d'excitation et donc il faut améliorer les sources laser. Et ensuite, je vous ai parlé de ce compromis existant entre la vitesse d'imagerie et la profondeur d'imagerie qui va être régulée par la phototoxicité. Dans les perspectives de cette technique, on pourrait imaginer une source laser accordable en taux de répétition. Elle nous permettrait d'imagerie vite à la surface de l'échantillon, mais de passer à des taux de répétition réduits en profondeur pour pouvoir avoir de la réserve d'énergie et pouvoir compenser l'atténuation. Mais une telle source n'existe pas encore, donc il y a encore des améliorations d'un point de vue technologique à faire. Ensuite, comme on l'a vu, la saturation des fluorophores est un facteur limitant. Donc, ça va être important d'étudier cet aspect et réussir à aussi améliorer les caractéristiques de ces fluorophores. Et enfin, il faudra étudier le cas par cas pour trouver les différents seuils de phototoxicité pour chaque tissu, mais aussi pour chaque application, parce que ce ne sera pas pareil de faire de l'imagerie en continu sur un tissu que de faire une image toutes les heures. Donc, il va falloir étudier ça. Et pour finir, j'aimerais bien vous montrer quelques exemples d'imagerie réalisées au laboratoire. Par exemple, dans ce cas, il s'agit d'une collaboration avec l'équipe de Peter Pidel aux Pays-Bas. On a participé à une étude qui montre de l'imagerie en profondeur pour une application autre que le cerveau de souris, qui n'avait pas été caractérisée avant. Donc, cette figure présente des vues YZ d'images prises dans des tissus tumorales avec une excitation à des différentes longueurs d'onde, donc à 1700, à 1300 et à 1180 de photons. Et aussi les mesures d'atténuation du signal respectif. Cela a permis, entre d'autres, de voir l'avantage de l'excitation avec des impulsions amplifiées dans ce type de tissu, ou aussi de mesurer ces longueurs d'onde d'atténuation pour une autre application que la neurologie. Et pour finir, je vous montre deux exemples d'imagerie en profondeur réalisés pendant ma thèse avec le faisceau 1700 de notre source OPA. Ce premier montre un embryon de mouche que j'ai pu imager avec la microscopie de troisième harmonique, comme la modalité cohérente que Emmanuel vous a expliqué. Ce qui est remarquable ici, c'est que l'embryon de mouche est un échantillon très diffusant et on a pu l'imager à des profondeurs au-delà de l'équateur, qui était pas possible sans ce type de source à impulsion amplifiée. Et aussi parce que la longueur d'onde est décalée dans l'infrarouge, donc moins affectée par la diffusion. Et pour finir, ce deuxième exemple présente l'imagerie aussi à 1700 d'un cerveau de souris ex vivo. On peut voir que malgré être à des profondeurs supérieures au millimètre, on a encore un très bon rapport signal sur bruit dans cette image montrant des cellules marquées dans l'hippocampe ou dans des axones myélinisés dans le corps calleux. Et donc, avec ça, je termine et je peux répondre à vos questions.